Holodomor soit adopté. Et nous en sommes donc maintenant à la période de questions et de réponses orales des députés. Madame la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier en Haïti, les yeux du monde et le cœur des Québécois se sont tournés vers ce pays. Le séisme a fait plus de 250 000 victimes et aujourd'hui, on croit qu'il y a plus d'1 million de sinistrés qui vivent dans des camps déplacés. Or, la saison des ouragans qui a débuté va fragiliser encore davantage leur précarité et je peux en témoigner, Monsieur le Président. Le gouvernement du Québec a semblé vouloir réagir rapidement à ce drame en annonçant, souvent de façon très médiatisée, différentes mesures. Or, hier, un reportage de TVA nous démontrait que le gouvernement du Québec manquait à ses engagements dans le dossier des adoptions. C'est une situation inadmissible. Ainsi, après avoir accueilli un certain nombre de jeunes orphelins haïtiens, je constate que le gouvernement du Québec ne prend pas les moyens nécessaires pour rendre à nouveau possible le processus d'adoption. Le consul général d'Haïti à Montréal nous a confirmé ce matin même qu'il n'existe aucun moratoire dans son pays au niveau de l'adoption, qu'il serait donc possible pour le Québec de reprendre les adoptions en Haïti. Pourtant, hier, la ministre responsable des services sociaux a fait reposer la faute sur les autorités haïtiennes. Comment le premier ministre peut-il justifier l'inaction et le comportement de son gouvernement dans un dossier humanitaire aussi urgent? Que répond-il aux parents qui souhaitent adopter ces enfants haïtiens? Bravo. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il est évident que nous voulons tous que les adoptions reprennent le plus rapidement possible en Haïti. Je comprends évidemment le désir des parents de vouloir adopter et recevoir le plus rapidement possible les enfants qui sont là-bas, évidemment. Cependant, nous devons nous assurer avec les autorités haïtiennes que les enfants qui viendront au Québec soient de vrais orphelins. Le trafic et la traite d'enfants, Monsieur le Président, ça existe réellement. D'ailleurs, les ONG ainsi que les organismes internationaux ont fait des mises en garde à cet effet assez importantes. Nous devons le remarquer. Mes collègues du Parti québécois, Monsieur le Président, pas plus tard qu'hier, dont notamment le député de Groux ainsi que le député de Deux-Montagnes, nous mettant en garde dans l'urgence d'agir. C'est vrai qu'il y a des enfants orphelins là-bas, c'est vrai, mais il y a aussi des enfants qui ne sont pas des orphelins. Et nous devons respecter les conventions internationales et protéger les droits des enfants qui pourraient être victimes de la traite. En question complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Je suis un peu étonnée des réponses de la ministre, Monsieur le Président. Je comprends qu'il faille être prudent, tout à fait. Je peux comprendre ça très bien. Cependant, la France, les États-Unis ont repris le processus d'adoption du côté d'Haïti et même l'ONU confirme qu'il y a actuellement des enfants identifiés comme n'étant pas comme étant des enfants qui peuvent être adoptés et qui ne sont pas des enfants qui peuvent être, dans le fond, qui n'ont pas la possibilité de l'être. Alors, je ne comprends pas que la ministre nous réponde ça. Même le consul nous dit que le moratoire est levé. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, nous avons reçu au Secrétariat de l'adoption internationale une communication de la France qui provient de l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale, ministère des Affaires étrangères et Europe, qui confirme que la position de la France est de ne pas autoriser de nouvelles adoptions, que pour l'heure, les énergies sont consacrées et analysées à y traiter les dossiers qui étaient déjà en cours avant les événements. Je vous rappelle qu'il y a plus de 40 enfants qui ont eu un jugement, qui sont encore pris en Haïti destiné à la France et 400 dont leur dossier était en traitement. Le Québec a récupéré tous ces enfants qui avaient été jumelés avec les parents, même ceux dont le dossier n'avait pas entamé les procédures judiciaires juridiques là-bas en Haïti. On a fait mieux que tous les autres pays, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je ne veux pas entendre de la part du gouvernement toutes les raisons pour lesquelles on ne peut agir.
Je voudrais pouvoir entendre de la bouche de ce gouvernement, de sa ministre, de son premier ministre, quels sont les gestes qui sont posés pour effectivement accélérer l'adoption d'enfants qui vivent dans des situations particulièrement précaires. Hier, elle prétendait que c'était la faute du gouvernement haïtien si ces enfants n'étaient pas adoptés. Or, le consul haïtien nous confirme qu'il n'y a pas moratoire et que oui, il y a des enfants identifiés et qui pourraient être adoptés. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, je n'ai jamais mis la faute sur le gouvernement haïtien. J'ai parlé au consul hier. Le consul était désolé du traitement de la nouvelle qui a été fait. Et dans la précédente entrevue, le consul disait « Il faut comprendre aussi que depuis le 12 janvier, on ne peut pas dire que toutes les instances gouvernementales en Haïti fonctionnent à plein rendement. Je ne peux pas me fier pour rapatrier des enfants ici. » Au dire d'un directeur de crèche, l'Institut doit me confirmer que les enfants qui seront destinés à l'adoption sont bel et bien des orphelins et non pas des enfants sur qui on veut se faire du capital politique ou de l'argent pour de la traite d'enfants. Je regrette. En troisième complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je demande simplement à la ministre, au premier ministre, d'avoir de la compassion, mais surtout d'agir avec efficacité dans ce dossier. On sait que 6 mois après les événements, même le programme spécial de parrainage humanitaire, qui devait être efficace le lendemain matin, n'a permis à aucun sinistré d'être accueilli actuellement au Québec. Alors, Monsieur le Président, je crois que le premier ministre doit assumer son leadership dans ce dossier, prendre en main ce dossier, de telle sorte qu'il puisse faire accélérer les processus, qu'il s'agisse d'adoption, qu'il s'agisse de parrainage. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, pour l'information de la chef de l'opposition officielle, j'aurai une rencontre au début du mois de juillet avec les dirigeants de l'IBES qui s'occupent de l'adoption internationale. Nous devons absolument avoir être sûrs, hors de tout doute, que tous les enfants qui sont destinés à l'adoption sont des orphelins réels, Monsieur le Président. Et présentement, il n'y a pas personne qui peut confirmer, hors de tout doute, que les enfants qui vont sortir du pays sont de réels orphelins. Et nous devons respecter les conventions internationales. Je comprends que les enfants pourraient arriver ici beaucoup plus tôt, mais nous en avons accueilli 126, Monsieur le Président, et il y en aura d'autres dès qu'on le pourra. Bravo. Alors, en question principale, Madame la chef de l'opposition officielle. Proposition en question principale? Oui, vous avez déjà 3 complémentaires à votre... En question principale, Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, il y a actuellement des familles entières, des enfants qui sont non seulement dans des situations précaires, mais dans des situations de grande fragilité. Ils sont installés dans des camps, sous des tentes, où, on l'a vu, la pluie pénètre avec les ouragans qui arrivent. C'est un drame. Le séisme en était un énorme, mais celui qui s'en vient peut être aussi important. Et j'ai le sentiment, Monsieur le Président, que ni la ministre, ni le premier ministre ne sont conscients de cette urgence. Et il y a donc des enfants qui pourraient être adoptés, qui ont été identifiés. Le gouvernement haïtien, par la voix de son consul, nous dit qu'effectivement, il y a des enfants libérés, donc identifiés. Il y a des gens qui souhaitent pouvoir recevoir des personnes apparentées. C'est le regroupement des familles. Aucune personne n'a été jusqu'ici admise, Monsieur le Président. Je fais appel à la compassion, au sens et au respect des valeurs de base humaines, Monsieur le Président, pour que ce gouvernement agisse avec célérité dans ces situations. Bravo. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je veux vous réitérer à vous et à tous les Québécois que sur cette question d'Haïti, que tous les Québécois sont d'accord, qu'on doit poser tous les gestes humainement possibles pour venir en aide au peuple haïtien et être solidaire aux Québécois d'origine haïtienne, justement, qui veulent aussi contribuer à la reconstruction de leur pays.
D'ailleurs, notre intérêt n'est pas nouveau. La chef de l'opposition officielle sait que j'ai fait une visite officielle, moi, en 2005, qui nous a beaucoup touchés à ce moment-là, puis que dans la foulée de la visite, j'ai même demandé à la chef de l'opposition officielle, qui n'était pas à l'Assemblée nationale à ce moment-là, avec Ronald Poupard et Guy Coulombe, de faire une mission en Haïti. Elle l'a fait au nom du gouvernement du Québec pour préparer un programme que nous voulions mettre en place, qu'on a mis en place pour venir en soutien à l'administration publique haïtienne. Donc, là-dessus, elle et moi, on s'entend. Le gouvernement a posé des gestes pour favoriser, justement, l'immigration de gens qui ont des liens de parenté, puis on met tout en œuvre pour que ça puisse se faire dans l'ordre. Maintenant, évidemment, Haïti vit une période très, très difficile. Sur le plan de l'administration, c'est une période, malheureusement, qui est très pénible. Sur le plan de l'adoption, on a posé le premier geste qu'on devait poser en rapatriant les 126 enfants qui étaient déjà engagés dans la démarche. On a déposé la loi 103 à l'Assemblée nationale ici pour régulariser la situation de ces enfants-là. Puis je veux donner l'assurance à tous les Québécois que nous faisons tout ce qui est humainement possible pour venir en aide au peuple haïtien. Puis on va travailler avec tous les parlementaires en ce sens-là. Oui, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y a des situations qu'on ne contrôle pas. C'est ça le en terminant. Mais on va faire tous les efforts pour venir en aide au peuple haïtien. En question complémentaire, Madame la chef de l'opposition officielle. Je connais très bien l'intérêt du premier ministre, Monsieur le Président, et c'est pour ça que je m'adresse à lui ce matin. Parce que je crois qu'actuellement, il y a faillite dans ce dossier, dans deux cas particuliers, le rapatriement des personnes apparentées et les dossiers d'adoption. Et je souhaite que le premier ministre pèse de tout son poids pour faire en sorte que les barrières administratives, les difficultés de cet ordre bureaucratique puissent être mises de côté. Il y a des gens qui appellent au secours. Et c'est ce que je dis au premier ministre et à son gouvernement ce matin, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Nous sommes, tous les Québécois sont très sensibles à l'appel qui nous est fait par le peuple haïtien. J'ai eu l'occasion de rencontrer le premier ministre Bellerive déjà à 2 reprises depuis le tremblement de terre, d'échanger avec lui sur les besoins en Haïti. Lui-même, le premier ministre Bellerive, soit dit en passant, ça vaut la peine de le dire, a exprimé la volonté que le pays puisse garder sur son territoire ses jeunes. Alors, il faut le placer dans ce contexte-là aussi. Alors, je veux juste dire à l'opposition officielle, comme à tous les Québécois, que nous voulons travailler avec tous ceux et celles qui veulent venir en aide à Haïti. Maintenant, reconnaissons aussi que la situation n'est pas facile et que cet effort-là doit continuer tous les jours. En question principale, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas la protection de la langue française qui a principalement inspiré la réponse du gouvernement au jugement de la Cour suprême portant sur la loi 104. Des considérations politiques ont davantage guidé sa position. Les libéraux ont veillé à ne pas provoquer de mécontentement dans la communauté et la députation anglophone, de crainte d'affaiblir leur gouvernement. Pas moi qui le dis, Monsieur le Président, c'est Brigitte Breton ce matin dans Le Soleil. Sur cette base et en rejetant l'avis du Conseil supérieur de la langue française, les libéraux ont capitulé sans la moindre hésitation devant le jugement de la Cour suprême. Le gouvernement nous propose donc un projet de loi qui vient sanctifier le règne de l'arbitraire et créer 2 classes de citoyens au Québec. Ceux qui observent la loi et ceux qui paient pour la contourner et pour s'acheter un droit à l'anglicisation de leurs enfants et de leur descendance. La ministre responsable de la Charte de la langue française peut-elle nous expliquer pourquoi elle a accepté que soit mis en place un système qui rend officiel le contournement de la loi? Madame la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Merci, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, vous me permettrez, Monsieur le Président, de remercier le député de Bordua pour nous avoir très clairement exprimé hier que dorénavant, au Québec, on ne pourrait plus acheter un droit constitutionnel dans nos écoles, Monsieur le Président. Il l'a admis hier. Merci encore une fois. Et je lui dis d'ailleurs amicalement que je profiterai de toutes les occasions et de toutes les tribunes pour le remercier sincèrement de cet aveu.
Monsieur le Président, le député de Bordua doit aussi admettre que nous définissons ce qu'est le parcours authentique de l'élève et que cette définition du parcours authentique de l'élève, dans ce cadre d'analyse, répond en tout point aux critères demandés pour faire une étude en bonne et due forme, rigoureuse, sérieuse, raisonnable, mais qui restreint les mesures pour être capable d'avoir ce certificat d'admissibilité. Maintenant, qu'il le reconnaisse comme il le reconnaît, on n'achète pas le droit constitutionnel. En question complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Selon la CSN, le gouvernement manque de courage. La Fédération autonome de l'enseignement, la Centrale des syndicats du Québec, les différents mouvements de défense de la langue française, les éditorialistes, tous dénoncent cette loi. Quels sont donc, et je pose la question à la ministre supposément responsable de la Charte, quels sont donc les groupes les plus influents que ceux que j'ai nommés qui ont convaincu la ministre responsable de la Charte s'il vous plaît. de porter un nouveau coup? Monsieur le député, Monsieur le député, Monsieur le député. Avant même d'entendre Monsieur le leader du gouvernement, il ne faut pas changer les titres des gens qui sont en cette Assemblée. On doit les interpeller par leur titre. Il vous reste quelques 8 secondes pour terminer votre question. Quels sont donc les groupes occultes et plus influents que ceux que j'ai nommés qui ont convaincu la ministre responsable de la Charte de la langue française de porter un nouveau coup à la Charte et à la langue elle-même? Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Monsieur le Président, les interventions du député de Bordua m'étonnent beaucoup depuis quelques jours. Parce que la solution qu'il propose, c'est-à-dire étaler la loi 101 aux écoles privées non subventionnées avec la clause dérogatoire, il n'en parle plus. Pourquoi il n'en parle plus? Parce que cette hypothèse, ils l'avaient analysée en 2002, Monsieur le Président. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'avaient mis dans le programme de leur parti, Monsieur le Président. Ils ne l'ont pas fait. Et aussi, on peut peut-être dire que certaines personnes ont applaudi quand Monsieur Lucien Bouchard a dit en 96, si on applique la clause dérogatoire, nos adversaires pourront dire, voici des gens qui imposent une mesure législative. En terminant. Voici des gens qui imposent une mesure législative. C'est terminé, Madame la ministre. C'est terminé. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Dans le prochain numéro de l'actualité, en réponse à une question sur la loi 104, M. Benoît Pelletier, votre ex-collègue, répond, et je cite, « Ce jugement invalide de nouveau la loi 101 et il est lourd de conséquences car il ouvre la voie aux francophones qui veulent fréquenter l'école anglaise. La Cour devrait davantage tenir compte de la réalité linguistique et socio-démographique du Québec. Elle devrait confirmer la loi 101 plutôt que l'infirmer. » Pourquoi la ministre entérine-t-elle les errements de la Cour suprême dénoncés par son ancien collègue? Ouais. Madame la ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française. Alors, Monsieur le Président, qu'ils répondent à la population québécoise pourquoi ils ne l'ont pas fait, eux, en 2002. Qu'ils répondent à cette question. Ils ne l'ont pas encore fait. On n'arrête pas de la poser, la question. Un instant, Madame la ministre. Un instant. Madame la ministre, vous avez la parole. Qu'il demande à Bernard Landry, qu'il demande à la chef de l'opposition officielle, qu'il demande à la députée de Tachereau, qu'il demande à la députée de Rosemont, qu'il demande à tous ceux qui étaient là à l'époque s'ils n'ont pas analysé cette situation-là. Qu'il leur demande et qu'ils viennent nous répondre. Un instant, Madame la ministre. Madame la ministre, un instant. Nous avons peine à vous entendre. On va prendre le temps qu'il faut pour entendre la réponse. Madame le député de Matapédia. S'il vous plaît. Monsieur le député de Richelieu.
Je vous rappelle que c'est votre temps qui s'écoule, qui se passe. Madame la ministre. Monsieur le Président, il y a également dans ce projet de loi d'autres mesures dont il ne parle pas, dont il ne parle jamais. Les amendes, par exemple, qui pourront aller jusqu'à 40 000 $, Monsieur le Président. Des mesures pour les universités et les collèges, des mesures pour les municipalités pour renforcer et valoriser le français. Aussi également, nous ouvrons la Charte des droits et libertés de la personne, Monsieur le Président. Bravo. En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, très bonne nouvelle pour les contribuables du Québec aujourd'hui. La Cour supérieure permettrait de sauver des dizaines de millions de dollars aux contribuables. Rappelons les faits. En février 2008, la Régie des rentes du Québec octroie sans appel d'offres un contrat de 700 000 $ concernant un renouvellement de postes informatiques. Il y a une compagnie du Québec, SFL, qui conteste parce qu'elle n'a pas pu déposer une soumission avec un autre système informatique dit de logiciel libre. Résultat, le verdict est tombé hier. Le juge Denis Jacques conclut qu'il y aurait dû avoir appel d'offres et échange de courriel à l'appui, affirme que ça démontre l'esprit dans lequel la Régie opère pour passer à côté de son obligation de procéder par appel d'offres. Ce dont il est en jeu actuellement, Monsieur le Président, c'est bien simple, c'est des économies de dizaines de millions de dollars en faisant appel à la saine concurrence, en faisant appel au libre marché, en permettant au logiciel libre de faire son entrée dans le système informatique du gouvernement québécois. Ça se fait ailleurs, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, et l'administration Obama ouvre la porte à ça. Ma question est simple au gouvernement. Avec ce jugement qui ouvre la porte à des dizaines de millions de dollars d'économies, est-ce que le gouvernement va saisir cette occasion-là ou au contraire contester et faire payer encore plus cher les Québécois? Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, le jugement a tombé jeudi hier et nous allons prendre le temps d'analyser, bien analyser le jugement. Sur les économies, Monsieur le Président, bien, on est toujours ouvert, on travaille pour faire des économies. D'ailleurs, la preuve, et on vous invite de voter pour la loi 100 présentée par le ministre des Finances, où on présente justement des économies, 62 % des coupures. C'est le gouvernement du Québec qui va le faire. Plusieurs personnes vont y couper leur boni et on vous invite d'appuyer ce projet de loi-là. En question complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. C'est incroyable, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gouvernement rappelle qu'il a déposé un budget qui va chercher 200 $ de plus dans l'argent des poches des contribuables pour justement payer et créer un nouvel impôt santé. C'est pour ça que justement les Québécois en ont assez de trop payer. Voilà une occasion en or qui nous est offerte de sauver des dizaines de millions de dollars. Est-ce que le gouvernement va être ouvert ou au contraire, ce gouvernement qui s'est distingué en inventant un nouvel impôt et en allant chercher de l'argent neuf dans les poches des contribuables va continuer dans cette approche qui est tout à fait révoltante pour les contribuables québécois? Monsieur le ministre des Finances. Non, bon. Juste signaler aux députés qu'on est en commission parlementaire. S'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que le leader de la deuxième opposition rappelle l'action budgétaire énergique que le gouvernement a mis sur pied. Ce budget qui ramène le Québec à l'équilibre budgétaire, qui va contrôler la dette du Québec, qui assure le financement de la santé, des infrastructures, qui assure aussi le financement de l'éducation, mais en bâtissant le Québec de demain. Monsieur le Président, 62 % du chemin de retour à l'équilibre budgétaire va être fait par le contrôle des dépenses, par la réduction de 10 % de toutes les dépenses de fonctionnement administratif que nous avons élargies à tous les réseaux de l'État, par la coupure de 25 % des dépenses de formation, de publicité, de déplacement, que nous avons élargi à tout le réseau d'État. En terminant. Il y a, Monsieur le Président, un contrôle des dépenses qui s'installe dans la fonction publique, dans le réseau de l'État, et nous allons revenir à l'équilibre.
En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, malheureusement pour les Québécois, ce gouvernement s'est distingué de façon pitoyable dans la gestion et la dérive des coûts informatiques au Québec. Pensons à la CSST qui a coûté 30 millions de plus. Pensons 20 millions de plus pour la Commission d'administration de la Régie de la retraite. Pensons 200 millions de plus pour l'Hydro-Québec. Il y a 70 d'augmentation dans l'Institut de la recherche et développement agro-environnemental. Monsieur le Président, ce gouvernement s'est distingué de façon pitoyable dans la gestion des produits informatiques québécois. La porte est ouverte pour faire des économies substantielles. Est-ce que le gouvernement va saisir cette occasion en or qui nous est offerte? Madame la ministre responsable des services gouvernementaux. Alors, Monsieur le Président, vous savez que de ce côté-ci de la Chambre, nous parlons que d'une seule voix et même voix. Le message est le même. Il a été dit par mon ministre, mon collègue ministre des Économies. Merci. Et les collègues ici, vous savez, Monsieur le Président, le jugement dont il est question est tombé hier. Nous prendrons de façon très responsable le temps de le regarder, bien entendu, et de l'analyser. Alors, bien entendu, les procureurs sont au dossier pour analyser ce jugement et prudemment, bien sûr, jusqu'à ce qu'une décision soit prise, puisque nous sommes au jour 1 d'un délai d'appel, nous ne émettrons aucun commentaire sur cette question. En question principale, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, le jugement de la Cour supérieure d'hier est limpide et lapidaire. Il ne parle pas d'une question qui a commencé la semaine dernière. Il parle d'une question qui est dans le décor depuis des années. Depuis des années, ce gouvernement sait que des logiciels libres existent dans le monde, sait que des progrès se font dans le monde grâce à eux, sait qu'ils sont plus souples, plus efficaces, moins coûteux. Et malgré tout, ce gouvernement se bouche les oreilles et se ferme les yeux et ne veut rien entendre des logiciels libres. Eh bien, Monsieur le Président, hier, il a eu une bonne leçon de modestie, je l'espère. Et la seule chose que le gouvernement devrait faire aujourd'hui, c'est nous dire à l'instant même qu'il renonce à aller en appel et qu'il prend bonne note du jugement de la Cour supérieure. Madame la ministre responsable des services gouvernementaux. Monsieur le Président, la députée de Taillon est une parlementaire qui est expérimentée, qui connaît aussi le système judiciaire, qui connaît ses commandements. Nous sommes dans une société de droit. Il y a un jugement qui est tombé hier. Je lui ai dit tout à l'heure, comme à l'ensemble de ses collègues, que nous en prenons acte, nous en prenons connaissance, nous procédons à son analyse et nous verrons pour la suite des choses. Et je lui rappelle que nous sommes au jour 1 d'un délai d'appel. Elle sait ce que ça veut dire, un délai d'appel. Je lui dis que nous n'émettrons aucun commentaire de près ou de loin sur cette question aujourd'hui et pour les jours à venir, tant et aussi longtemps qu'une décision ne sera pas prise. Si elle me revient avec une question, je lui resservirai la même réponse. Bravo! En question complémentaire, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président. Un instant, Madame la députée de Taillon. Alors, nous sommes prêts à entendre votre question. J'aimerais beaucoup savoir, Monsieur le Président, pourquoi un fonctionnaire de la Régie des rentes du Québec dit aujourd'hui que l'appel pourrait être certainement envisagé. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi un fonctionnaire indique déjà qu'on pourrait aller en appel alors que la ministre me dit aujourd'hui qu'on va prendre le temps de réfléchir. Si son fonctionnaire peut réfléchir aussi vite en ouvrant la porte, elle peut réfléchir aussi vite en fermant la porte. Madame la ministre des Services gouvernementaux.
Madame la ministre des Services gouvernementaux, vous avez la parole. J'aurais dit à la députée de Taillon qu'aucune décision n'est encore prise. Le jugement est tombé hier, que nous procédons à son analyse, nous en prenons acte et que, comme elle le sait, un délai d'appel est de 30 jours. Nous sommes aujourd'hui au jour 1. Mais ça me fait toujours plaisir de rappeler à cette Chambre, Monsieur le Président, que le gouvernement du Québec a adopté une nouvelle directive sur la gestion des ressources informationnelles. J'en informais cette Chambre à la fin avril et ça fait rire l'opposition, mais je pense qu'il serait très pertinent qu'il puisse ouvrir grandes les oreilles puisque ça repose sur des éléments très fondamentaux qui vont faire en sorte qu'on va resserrer encore davantage nos façons de faire. Elle fait même école à l'extérieur du Québec et du Canada. En deuxième complémentaire, Madame la députée de Taillon. Je vais citer à la ministre, Monsieur le Président, des propos de Julius Gray. Le gouvernement du Québec ne va quand même pas faire appel d'un jugement qui renforce désormais sa capacité à entrer dans le 21e siècle et à se moderniser. Est-ce que ce gouvernement qui est en face de nous pourrait nous dire aujourd'hui qu'il entre dans le 21e siècle et qu'enfin, après des années d'errance sur les logiciels libres, il va se moderniser? Madame la ministre des Services gouvernementaux. Je rappelle à la députée de Taillon que nous sommes encore une fois dans un délai qui permet de réfléchir à cette question de ce jugement qui est tombé hier, que nous avons, et je suis toujours heureuse de la rappeler, que nous avons adopté une directive sur les ressources informationnelles qui est plus robuste, qui est plus rigoureuse, qui va nous permettre à terme, bien sûr, d'économiser des sous pour les citoyens, que nous sommes très engagés, gouvernement du Québec, de ce côté-ci de la Chambre, dans le développement et le déploiement du gouvernement en ligne. Au moment où je parle, Monsieur le Président, c'est environ 250 prestations électroniques de services pour simplifier la vie des citoyens que nous avons sur notre tableau de bord. Je vous trouve très courageux et courageuse, Madame, de vous lever quand le pire projet informatique du Québec porte la signature du Parti québécois avec Giresse et près de... En question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça fait depuis 2008 que le Parti québécois demande une commission parlementaire faire toute la lumière sur Gentilly 2, notamment au niveau des coûts. Le gouvernement s'est toujours refusé à le faire. Bonjour la transparence, Monsieur le Président. On parle d'un projet de 2 milliards en plus des risques reliés à la santé publique et à la gestion des déchets. Or, on a appris ces derniers jours que ce que l'on craignait se confirme. Non seulement le chantier de Gentilly 2 accuse des retards, mais ces dépassements de coûts seraient reliés aux contrats accordés à de multiples firmes externes. D'un côté, la ministre admet qu'il y a des retards dans le projet. De l'autre, le PDG d'Hydro dit qu'il n'y en a pas. Puis, à la dernière minute, M. Vandal se rétracte hier soir pour sauver la face de la ministre. Maintenant que nous savons qu'il y a des dépassements de coûts, la ministre peut-elle nous dire de combien seront ces dépassements de coûts? Bravo. Madame la ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie le député de Jonquière pour sa question. Alors, quels sont les faits, Monsieur le Président? Tout d'abord, Hydro-Québec est engagé dans un projet de réfection très important pour la centrale nucléaire de Bécancour, située dans le comté de Nicolet-Yamaska. Monsieur le Président, un projet important de 1,9 milliard de dollars, Monsieur le Président. Dans le contexte actuel, nous sommes avantagés par le fait que 2 autres projets d'envergure, du même type que celui qui va se déployer sur le territoire de Bécancour, se déploient ailleurs dans le monde. Un premier du côté de la Corée du Sud, Monsieur le Président, un second à proximité du Québec, c'est-à-dire à Pointe-le-Pont, au Nouveau-Brunswick. Alors, Monsieur le Président, afin d'optimiser le processus de planification du projet, Hydro-Québec s'assure d'obtenir toutes les informations, toutes les expériences découlant des processus de réfection en cours du côté et de Pointe-le-Pont et de Wolsong du côté de la Corée du Sud. Et, Monsieur le Président, je pense qu'en pareille circonstance, une meilleure planification est nécessaire et on a l'avantage de voir se déployer ailleurs dans le monde d'autres projets qui peuvent nous inspirer. Donc, dans ce souci de bonne gestion des deniers publics, Monsieur le Président, Hydro-Québec donc va récupérer les expériences ailleurs dans ces projets pour qu'on puisse vraiment avoir une planification la plus optimale possible.
En question complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Alors, récupérer les expériences de Pointe-le-Trou, ça veut dire qu'à ce jour-ci, c'est 1,5 milliard de dépassement de coûts à Pointe-le-Trou. Pour Gentilly 2, on parle de 250 000 par jour. À chaque 24 heures, un 250 000 Alors, est-ce que la ministre, vu qu'ils ont toujours refusé de faire preuve de transparence comme on le demande depuis 2 ans, est-ce que la ministre peut nous dire combien ça va coûter aux Québécois dans les dépassements de coûts à Gentilly 2? Bravo! Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, ce que j'ai eu l'occasion de dire hier, c'est 2 choses. La première, par rapport à l'échéancier initial qui prévoyait le début de la réfection pour mars 2011, de toute évidence, compte tenu des expériences et de l'information qu'on recueille avec les projets qui se déployèrent sur le territoire, il y aura assurément quelques mois d'écart par rapport à l'échéancier initial. Ce que j'ai dit également, parce qu'on m'a posé la question, quel sera l'impact sur le coût du projet? Malheureusement, à ce stade-ci, c'est impossible pour nous de répondre à cette question. Cependant, Monsieur le Président, soyez assuré d'une chose. Compte tenu de l'importance de ce projet, j'ai demandé à Hydro-Québec de faire preuve de toute la transparence nécessaire pour s'assurer que les citoyens du Québec aient accès à toute l'information. Mais, Monsieur le Président, si notre collègue de Jonquière veut parler de Gentilly 2, ce serait peut-être intéressant que le Parti québécois prenne la décision de se réconcilier. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, on parle de transparence sur ce dossier-là de notre côté depuis 2008. Le gouvernement a toujours refusé. C'est rendu qu'il y a des employés qui parlent sous le sceau de la confidentialité de 250 000 de dépassement par jour. Est-ce que la ministre peut nous confirmer ça et nous confirmer que c'est 1,5 milliard de dépassement à Pointe-le-Trou et c'est ce qui risque d'arriver avec Gentilly 2? Bravo. Madame la ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je suis un peu surprise de voir avec quelle ardeur le député de Jonquière défend Gentilly 2, parce que Monsieur le Président était à une certaine époque en faveur de la réfection de Gentilly 2. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, comme dans plusieurs dossiers, le Parti québécois est contre la réfection de Gentilly 2. D'ailleurs, Monsieur le Président, c'est intéressant lorsqu'on se réfère aux propos de l'ancien député de Nicolas-Yamaska, qu'on a connu en cette Chambre, Monsieur Michel Morin, Monsieur le Président, un député extrêmement dévoué, un député du Parti québécois, Monsieur le Président, qui disait ceci. Un instant. Un instant. Voilà. Je rappelle qu'à chaque fois, je dois me lever pour demander l'ordre. Le temps s'écoule. Madame la ministre. Monsieur le Président, l'ancien député du Parti québécois de Nicolas-Yamaska disait en décembre dernier qu'il ne comprenait pas pourquoi son parti réclamait maintenant la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly 2. D'ajouter, Monsieur le Président, il ajoutait, le PQ a pris une position radicale. Terminé. Votre temps est terminé, Madame la ministre. Alors, en question principale, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, au nombre des fiascos libéraux figure aussi celui du remplacement des voitures du métro de Montréal, dossier qui, je le rappelle, a une importance capitale pour la région métropolitaine. Plus cette saga s'éternise, plus elle coûte cher aux contribuables québécois. Pourquoi, Monsieur le Président? À cause du cafouillage du gouvernement dans le dossier. Cafouillage parce que le gouvernement n'est toujours pas en mesure de le mener à bien. Et ça dure depuis 2006, Monsieur le Président, moment où on annonçait en grande pompe l'octroi d'un contrat sans appel d'offres en s'appuyant sur un avis juridique jugé béton qui s'est révélé être un avis juridique bidon. Donc, 4 ans plus tard, nous sommes toujours à la case départ, mais le budget du bureau de projet est passé de 9,3 à 22,4 millions de dollars, Monsieur le Président. Comment la ministre peut-elle expliquer aux travailleurs de l'Apocatière, de Saint-Bruno qui risquent de perdre leur emploi, à ceux de Sorel-Tracy, aux usagers du métro de Montréal, aux contribuables québécois, qu'elle est toujours incapable de régler ce dossier?
Madame la ministre des Transports. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça va me permettre de donner des précisions. Alors, il y a des éléments qui ont l'air d'être manquants dans le dossier du collègue. Alors, Monsieur le Président, à chaque étape de ce dossier, le gouvernement a agi promptement dans ce dossier. Monsieur le Président, j'aimerais ça que le collègue de Richelieu écoute la réponse. Alors, Monsieur le Président, les délais dans ce dossier ont été occasionnés par les recours et les procédures qui ne dépendent en aucun temps du gouvernement. Monsieur le Président, presque 2 ans ont été perdus suite à un recours devant les tribunaux par la compagnie Alstom, Monsieur le Président. Madame la ministre. Un instant. Monsieur le député de Richelieu. Monsieur le député de Richelieu. Non, un instant, là. Non, un instant. Votre collègue a posé une question en bonne et due forme. La réponse se donne en bonne et due forme. Je n'accepterai pas que vous interveniez à tout bout de champ. J'ai été patient ce matin. Alors, je vous demande de respecter les gens qui ont droit de parole à cette Chambre. Il y en a une seule personne, c'est la ministre. Alors, Monsieur le Président, depuis juin 2006, presque 2 ans ont été perdus suite à un recours devant les tribunaux par la compagnie Alstom. Suite à ça, le gouvernement est allé en appel d'offres. Et là, Monsieur le Président, en décembre 2008, le consortium Bombardier-Alstom dépose une soumission non conforme. Alors, Monsieur le Président, une soumission qui ne répondait pas aux critères et aux exigences de l'appel d'offres. Et, Monsieur le Président, en mai 2010, un nouvel élément, le consortium Bombardier-Alstom dépose une requête en irrecevabilité de... En question complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Hey, Monsieur le Président, une chance qu'ils ont agi promptement. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient agi lentement? Monsieur le Président, la ministre va-t-elle reconnaître que s'il y a eu de si longs recours, justement, dans ce dossier-là, c'est parce que, dès le départ, ils n'ont pas fait leur travail correctement en arrivant avec une entente sans appel d'offres sur la base d'un avis juridique? S'il vous plaît, un instant, on va reprendre la fin de votre question. S'il vous plaît. Au même titre qu'on doit entendre les réponses, on est capable d'entendre les questions. S'il vous plaît. Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, va-t-elle reconnaître que si on se retrouve dans cette situation-là, c'est parce que dès le départ et depuis le départ, ils ont mal fait leur travail parce qu'ils ont arrivé avec un contrat sans appel d'offres sur la base d'un avis juridique biton? Madame la ministre des Transports. Monsieur le Président, est-ce qu'ils étaient pour ou contre le gré à gré à l'époque? Alors aujourd'hui, c'est facile de jouer les vierges offensées. Ils étaient pour le gré à gré qui était négocié dès le départ avec Bombardier. Monsieur le Président, je suis toujours étonnée d'entendre parler... Monsieur le Président... Une seule personne qui a la parole. Madame la ministre des Transports. Alors, on a l'exemple ici d'une autre belle contradiction, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce qui est étonnant, ça m'étonne toujours d'entendre parler du Parti québécois de transport collectif. Je vais vous donner un exemple. Pour la STM, la Société de transport de Montréal, cette année, le gouvernement du Parti libéral va donner 657 millions de dollars pour le renouvellement des équipements et des infrastructures. À l'époque, Monsieur le Président, il donnait en moyenne par année 50 millions de dollars. C'est juste 13 fois moins, Monsieur le Président. En terminant, on ne renouvelle pas un parc de 1000 voitures avec 50 millions. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Monsieur le Président, comment la ministre peut-elle expliquer qu'il y a plusieurs projets stratégiques du ministère des Transports pour la grande région métropolitaine qui se retrouvent toujours dans une impasse coûteuse au moment où on se parle, qu'on pense au renouvellement des voitures du métro de Montréal, qu'on pense à la reconstruction du complexe Turcot, qu'on pense à la rue Notre-Dame? Comment est-ce qu'elle peut expliquer ça? Ce à quoi les Québécoises et Québécois s'attendent aujourd'hui, Monsieur le Président, ce n'est pas à des séances d'autocongratulation, c'est à des résultats.
Madame la ministre des Transports. Monsieur le Président, quand on n'investit pas d'argent en transport collectif, on ne peut pas avoir de résultats. C'est ça leur bilan à eux. C'est pas un bilan ordinaire, Monsieur le Président. C'est un bilan tout à fait médiocre. Je demande votre collaboration les quelques secondes qui restent à cette période de questions et de réponses orales des députés. Madame la ministre des Transports. Alors, Monsieur le Président, c'est pas un bilan ordinaire qu'ils ont eu en transport collectif, c'est un bilan tout à fait médiocre. Et je vais vous lire les titres à l'époque, Monsieur le Président, les titres de la première page de la presse en novembre 2001. Le transport en commun, Monsieur le Président. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, en novembre 2001, la presse en première page, le transport en commun crie à l'aide. Les 5 organismes de la région montréalaise réclament plus de revenus pour freiner leur décroissance. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, les titres qu'on voit, c'est transport collectif. Montréal remonte la côte. L'autobus, le métro, les trains de banlieue. Alors, ceci met fin à la période de questions et de réponses orales des députés.